Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce troisième webinaire. Le sujet du jour, c'est l'UX en intelligence collective qui va être animé du coup par Justine et Élise ici présentes. Moi, je vais attaquer par une rapide présentation de Dédi avant de lancer le sujet. Donc, je vais couper les micros, voilà, parfait, merci. Dédi, tiens, si tu peux passer la slide s'il te plaît. Élise. Voilà, dédié. Donc, Digital Business Agency, on est une agence spécialisée en e-commerce située à Lyon et Paris. On inscrit nos clients dans des roadmaps pour les accompagner sur toute la chaîne de valeur, qui est la stratégie, la production et l'animation des projets. Tu peux passer. Voilà, donc notre mission, c'est de permettre à chaque marque de déterminer sa place digitale en bonne intelligence. Sa place digitale, du coup, c'est être bien conscient de tout son univers concurrentiel. La bonne intelligence, c'est le fait de faire aller le digital à la même vitesse que la stratégie d'entreprise. Et donc, en quelques chiffres, l'agence, c'est une trentaine de collaborateurs, 15 ans d'expérience, 200 clients qu'on suit au quotidien et environ 250 sites réalisés avec une majorité de sites e-commerce B2C. Alors, on va lancer le sujet du jour qui est dans le cadre d'une refonte dans lequel il est indispensable d'intégrer de l'UX. Et je vais laisser la parole du coup à mes deux expertes du sujet qui sont Élise et Justine. Je vous laisse la main. T'as ton micro qui est coupé, Élise. C'est reparti. Du coup, lors d'une refonte, et on l'a déjà vu lors de nos ateliers précédents, il peut y avoir souvent, le point de décision d'une refonte pour l'annonceur ou pour l'entrepreneur, ça va être son augmentation de trafic, sa conversion, son acquisition client, sa fidélisation, des objectifs plutôt liés à son activité commerciale et qui vont avoir un impact sur le design du site ou l'équipement outil. Et ce qu'on essaye d'intégrer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, qui vont nous aider en fait à affiner tous ces processus de décision pour vraiment choisir les bons outils et avoir un nouveau design qui soit vraiment en adéquation avec les besoins utilisateurs. Donc, au-delà des propres besoins de l'entreprise, on va essayer de se concentrer sur aussi les attentes de nos clients, de la même façon qu'on le ferait dans la conception d'un produit ou dans l'organisation d'un magasin. Je te laisse juste peut-être, Florent, présenter la méthode dédiée sur cette partie. Bien sûr. Alors une méthode, du coup, grosso modo, d'accompagnement qu'on propose à nos clients, elle se déroule en gros en trois étapes. La première étape dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, du coup, dans ce webinaire, c'est le fait de déterminer la stratégie digitale. On a vu dans le tout premier webinaire qui était consacré, du coup, surtout à l'exploration avec les audits, avec des benchmarks et des enquêtes clients. Là, l'idée du jour, ça va être l'analyse et la conception en intelligence collective. Une fois qu'on aura réalisé toutes ces étapes, on sera à l'étape 2, qui sera le fait de déployer. Donc finalement, c'est plutôt la production du projet. Et ensuite, le aller plus loin, c'est le fait d'être toujours en veille et le fait d'être proactif en équipe pour adapter le dispositif aux évolutions des usages, aux évolutions de votre business, de votre gamme produit et aux évolutions de la concurrence. Donc, la fameuse démarche UX, chez Dedi, on est convaincu que, il ne s'agit pas forcément d'un poste, d'une personne qui va représenter l'expérience utilisateur, mais il s'agit vraiment d'une démarche et d'une façon d'aborder l'expérience client qui doit être totalement transverse à l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle peut toucher différents métiers et qu'à terme, pour l'entrepreneur ou le e-commerçant, elle doit permettre d'une part de mieux comprendre les besoins utilisateurs, de favoriser justement cette intelligence collective et tous les processus d'innovation qui peuvent en découler. Elle doit permettre de livrer la solution la plus pertinente, à la fois par rapport à la maturité de l'entreprise, à ses propres besoins et puis aux besoins des utilisateurs finaux. Elle doit permettre de communiquer plus facilement. La refonte peut être un énorme chantier pour l'entrepreneur ou le e-commerçant. Et la communication est essentielle entre les différents participants à la refonte, que ce soit côté agence, côté poseur ou côté décideur. Et la communication va être facilitée par tous les outils qu'on va vous montrer dans cette démarche UX. Et enfin, elle doit permettre d'optimiser en fait tous les choix qui vont être faits autour de cette refonte sur la façon de produire, sur la façon de déployer votre site, sur toutes les priorités qu'on va mettre autour de votre projet. Et du coup,
Ce qu'on essaye de dire à travers cette démarche UX, c'est que votre projet de refonte, c'est un iceberg. La production de votre site, ce qui en ressort, finalement, c'est la partie visible de votre iceberg, parce que les gens vont voir en ligne. Et puis, tout le reste, ça va être votre partie stratégique que vous aurez bâtie avec vos collaborateurs, avec votre agence, etc., avec vos clients finaux, pour que le projet soit cohérent. Ce qu'on vous montre sur la droite, justement, avec cet iceberg, c'est les différentes étapes. La semaine dernière, on a abordé la première partie qui était toute la phase d'exploration, qui consiste à recueillir un maximum de données utilisateurs, à analyser votre marché. C'est toute une phase de recueil de données. Et aujourd'hui, on va reprendre juste à l'étape en dessous, donc à l'étape d'après, qui est l'analyse de ces données-là et ce qu'on va en faire pour concrétiser votre projet. Et comment, justement, de façon collaborative, on va se servir de l'intelligence collective pour trouver des solutions et faire un projet de refonte brillant, si je puis dire. Donc, pour repréciser à quoi répond une démarche UX. Une démarche UX, ça peut répondre à plusieurs besoins de management ou de conduite du changement. Typiquement, si vous avez besoin d'embarquer dans votre projet de refonte UX, vos commerciaux, parce qu'ils vont être impactés au niveau des outils qui vont devoir être utilisés, votre service client, parce que vous décidez de changer d'outil de support client, votre logistique, parce que votre modèle de logistique sera peut-être amené à être modifié, etc. Vous allez devoir mener une conduite du changement en interne. Et la démarche UX, dans sa façon de faire collaborer les gens, sans leur prendre trop de temps, sans leur prendre trop d'énergie, mais en faisant fuser les idées, va permettre d'amener petit à petit cette conduite du changement. Elle va pouvoir aussi répondre à des besoins, d'effectuer des choix stratégiques dans l'entreprise. Je vous mettrai quelques chiffres en dessous, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur des modèles d'entreprise qui impliquent de plus en plus leurs collaborateurs, leurs salariés. Alors, ça va dépendre des modèles d'entreprise, ça va se faire à différents niveaux. Mais ne serait-ce que par le niveau d'expertise, des fois, sur certains postes dont vous allez avoir besoin, ça va vous permettre d'orienter vos choix stratégiques en impliquant les personnes et puis en faisant appel aux bons experts au bon moment, si je puis dire. Et ça va être des choix à la fois, encore une fois, techniques, des choix commerciaux, des choix d'outils, ou alors juste des choix design. Voilà. Et tout ça, en fait, ça va être des choix à prendre de façon collaborative. Et enfin, la dernière, c'est de s'imprégner des usages clients. Et ça, c'est bien, finalement, c'est le dernier point, mais c'est parce que c'est aussi la somme de tout. C'est de toujours se recentrer dans nos choix, dans nos changements, sur les attentes de notre usager final. Donc ça, c'est un peu notre ligne de mire tout le long du projet de refonte. Les fameux chiffres que je vous ai promis. Côté client, il y a 68% des utilisateurs qui quittent un site en raison d'une mauvaise expérience. Et comme on l'avait vu avant avec les réseaux sociaux, etc., un utilisateur mécontent est beaucoup plus à même de parler de vous, en mal du coup, qu'un utilisateur moyennement satisfait. Donc, c'est important de remplir ce gage et de valider l'expérience de vos utilisateurs. Et en interne, l'expérience utilisateur est aussi importante puisqu'il y a 96% des employés qui souhaiteraient être impliqués dans les projets de l'entreprise, qui souhaitent participer à la construction de l'entreprise. Et c'est là où l'intelligence collective, elle peut facilement s'intégrer dans tout ce processus UX et permettre de faciliter justement ces gros projets de refonte. Sur la première partie donc d'analyse, comme je vous le disais, on a toute une partie dans cette démarche UX qui consiste à récolter des données grâce à des questionnaires, grâce à des enquêtes clients, à des interviews de vous, de vos collaborateurs et de vos clients finaux. Il y a plein de méthodes pour récolter des données qui vont nous permettre d'établir un niveau de satisfaction sur l'ensemble de l'expérience client, des attentes et des besoins de la part de vos utilisateurs. Une fois qu'on a récolté toutes ces données, il va falloir les analyser. Et c'est là qu'on est à même, parce que la récolte, finalement, on peut la mener un petit peu à part, mais c'est là qu'on est à même de commencer à mettre en place des outils pour collaborer et pour commencer à mettre en place une réflexion en intelligence collective. Donc, il va y avoir d'abord, sur cette phase d'analyse, la définition des profils et des besoins de vos utilisateurs. On va analyser les parcours, on va analyser toutes les émotions qu'ils ressentent lors de leur expérience client. Et on va analyser finalement qu'est-ce qui ressort de leur expérience en ligne. Là où je dis que c'est une première partie déjà où on peut commencer à collaborer et à faire fuser les idées,
c'est que, par exemple, le service client de votre entreprise, des fois, a de très bons retours et une très bonne perception des attentes des clients parce qu'ils sont confrontés tous les jours. Donc, ils vont être capables, sur certains points ou certains résultats ou données de nos enquêtes, de nous dire, bah, ça, on comprend très bien là ce que notre client veut dire, ce qui nous remonte concrètement, ça va être lié à telle expérience. Donc, ils vont être capables de préciser un petit peu les besoins qu'expriment vos utilisateurs. Donc, c'est une première étape dans cette collaboration. Ce qu'il en ressort et ce qu'on va travailler avec vous, ça va être des personas qui vont être en fait la carte d'identité de vos utilisateurs. Une fois qu'on a analysé toutes nos données, on va être à même de fixer, comme sur une petite carte d'identité, quel est notre persona type, quel est son environnement, quelles sont ses attentes, ses aspirations et ses freins. Et en parallèle de ça, ce persona, on va le mettre en place au sein d'une expérience utilisateur actuelle sur notre site. C'est ce qu'on appelle l'expérience map. Et du coup, on va faire un tableau, donc c'est celui que vous allez voir là, et puis plus tard, qui va nous permettre de tracer tout au long du parcours client les émotions de votre personnage, ses blocages sur l'expérience qui va sur le site, ou au contraire ses niveaux de satisfaction. Pour que ça soit plus parlant, je vais vous montrer vraiment les deux supports qui vont vous permettre de visualiser tout ça. Donc ici, vous avez un exemple de persona. Donc, vous avez la petite photo d'identité, on les nomme, leur donne un âge, on leur donne une situation en fait, personnelle, ce qui nous permet vraiment de les ancrer dans notre esprit. On leur rédige une bio aussi, qui permet de résumer facilement toutes les caractéristiques de notre client type. Et on liste leur motivation et leur frustration tout au long vis-à-vis de notre produit, de notre site internet. Ces personas, on peut en faire un, deux, trois, ce qui est déjà pas mal. L'idée, c'est quand même de les limiter pour être assez synthétique. Et on remarque souvent que les clients qui veulent au début plein de personas, à la fin, ils ont tendance à réduire ce schéma-là pour vraiment se concentrer sur des catégories types de clients et puis parce qu'on ne peut pas se disperser et donner des axes forts à leur offre. C'est surtout ça que ça va permettre de dégager derrière. Ce travail de persona-là, il est très intéressant et la bio ou la petite description qui peuvent sembler être des artifices sont au contraire très importants pour définir le persona. En décrivant ces personas-là, on s'est rendu compte, par exemple pour ce client-là qu'on voit ici, qu'il y avait un quatrième persona qu'on a totalement écarté de notre cible web parce que, au final, le client le pensait très important, lui, dans sa chaîne de valeur, mais sur le web, ça n'aurait jamais été un client pour nous. Parce que pas adapté, parce que habitué à ses relations avec son commercial terrain, totalement hors scope. Donc, je vous incite vraiment à faire tout ce travail de définition de personnage qui vous permet vraiment de recentrer tous vos besoins utilisateurs et de bien les identifier. Donc ça, c'est la version collaborative du persona. On le synthétise toujours de façon plus propre. Et puis, il peut être fait aussi de façon unilatérale. Et du coup, on a cette petite map-là qui est plus digitale, avec ses buts, ses supports, etc. La même chose. Et l'expérience map, que je vous montre ici, alors, elle se caractérise du coup par tout ce qui est problème de votre émotion, problème et ressenti, surtout de votre fameux persona. Ce qu'on fait, c'est qu'on a une expérience map par persona. Et par exemple, ici, pour cette persona, on va noter au fur et à mesure de son expérience client, de l'expérience qu'il a vivre sur le site, ses actions. On va noter toutes les pensées qu'il exprime au fur et à mesure de son expérience. Alors, pour voir un petit peu cette expérience-là, l'exercice typique, c'est de mettre une personne derrière un ordinateur, de la faire incarner le persona, de voir un petit peu comment elle interagit avec votre site web. Et là, vous allez pouvoir noter les actions qu'elle fait sur votre site ou dans les moteurs de recherche, etc. Les pensées qu'elle exprime, parce qu'on fait tout exprimer à voix haute pour que ce soit parlant. L'expérience qu'elle vit, les émotions qu'elle ressent. Est-ce qu'elle est déçue? Est-ce qu'elle s'essouffle? Est-ce qu'elle est désabusée, etc. Est-ce qu'elle est vraiment ravie? Les points de contact. Pardon? Non, non, c'est bon, ouais, c'était un micro qui s'était réactivé. Il est repassé en D'accord. muet, pas de souci. Vas-y, tu peux continuer. Sur la partie points de contact, ça va être vraiment les supports utilisés sur les différentes étapes du parcours client
qui vont être notés. Donc, le client peut venir une première fois depuis son transport en commun et donc depuis mobile. Et puis, on peut revenir une deuxième fois depuis son ordinateur. Et on va noter vraiment tous les points de contact qu'il a avec votre site. Et les opportunités, ça va pas être encore des solutions fonctionnelles, etc. Mais ça va être dégager des pistes qui vont nous permettre d'améliorer et d'aller encore plus loin dans l'amélioration de cette expérience client. Elle est mise au propre et puis modélisée pour en faire un support qui va suivre l'ensemble de la refonte, comme les personas. Donc, à la fin, on va dire, de toute cette phase d'analyse, vous ressortez avec cette expérience map persona et vos personas qui vont vous permettre après de guider tous vos choix stratégiques lors des différents ateliers. Ça va être un peu les feuilles de route pour dire, OK, ma refonte sera optimisée 100% pour mon expérience client. Et enfin, une fois qu'on a fini cette période, cette phase d'analyse, on va essayer de se définir un challenge. On aura défini vraiment les attentes de nos personas, leurs frustrations et ce qu'on peut leur apporter. Et ben là, on va essayer de formuler le challenge qu'on va se donner pour cette refonte. Ça va nous permettre vraiment de fixer une vision pour notre projet de refonte. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir basculer sur toute la partie vraiment conception, prototypage et structuration du projet que vous décrira Justine plus tard. Donc, je vous mets juste un exemple pour la partie challenge. Donc ici, par exemple, on avait formulé notre challenge. Comment pourrions-nous aider notre persona s'appelle Olivia à choisir rapidement et en toute confiance une communauté de coworking stimulante pour son activité professionnelle et son épanouissement personnel. Tout ça, c'est vraiment des facteurs qu'on avait retenus chez notre persona, des facteurs forts, qui peut l'aider à améliorer son expérience vis-à-vis d'un choix d'opportunité de coworking. Et c'est vraiment à chaque fois, c'est comment pourrions-nous aider notre futur client qui va nous aider à fixer un peu la vision du projet. Je vais laisser la parole à Justine sur la deuxième partie. Merci Élise. On repart donc de cette phase d'analyse avec un challenge, une problématique qui est posée, une ou plusieurs d'ailleurs, puisqu'on peut avoir plusieurs challenges si on a par exemple plusieurs personas. Donc on peut avoir un challenge par persona. L'idée, c'est qu'on part de ce challenge et on a identifié une problématique, mais on n'a pas identifié de solution. Et à ce stade-là, c'est important de se dire qu'on n'a pas encore identifié de solution et qu'on se laisse encore devant nous le champ des possibles sur les solutions à envisager. Et donc, c'est toute cette phase, ce grand losange-là, qui va permettre d'aller jusqu'à la solution ou les solutions si on a plusieurs challenges. Ce qui au final est souvent le cas. On a souvent 2 ou 3 personas, donc on recoupe un peu en plusieurs challenges. Donc on va aller vers la solution. Et ce challenge, ça va être notre angle d'attaque pour aller dans la co-conception, dans l'intelligence collective, et c'est aussi ce qui va nous permettre de garder le cap tout au long de cette phase-là et de ne pas trop s'écarter et d'avoir une bonne communication aussi au sein de l'équipe et de toujours garder le cap tous ensemble. On va défiler un petit peu. Élise, merci. Donc, on rentre dans cette phase de co-conception où on va donc aller jusqu'à la solution tous ensemble, donc à la fois l'agence, les utilisateurs qui peuvent aussi être impliqués, vous, voilà. Et on va définir à ce moment-là aussi le nombre du coup d'ateliers dont on va avoir besoin pour co-concevoir les solutions. Et le nombre de parties prenantes qui va participer à ces ateliers. Ce n'est pas forcément les mêmes personnes pour chaque atelier non plus. Et la durée et les objectifs de ces ateliers-là. Et lors de ces ateliers-là, notre objectif, c'est de co-concevoir, de prototyper, donc de faire des versions basse définition, des prototypes qui sont tout de même fonctionnels pour pouvoir tester nos solutions et ensuite de structurer tout ça et d'aller jusqu'aux spécifications fonctionnelles et techniques. Je te laisse défiler, Elise, s'il te plaît. Alors,
la première phase, du coup, juste la slide d'avant, la première phase, ça va être la phase de brainstorming. Donc, c'est la phase où nous allons diverger. C'est la phase d'idéation. Cette phase de brainstorming, elle est très importante parce que c'est celle qui va permettre justement d'exploiter la réflexion collective. Donc, à ce moment-là, on va avoir différents types de personnes qu'on va identifier. Il faut être au moins 4. Il ne faut pas être trop nombreux non plus. 4, 6, ça dépend. Et sur cette phase-là, le but, ça va être de s'écouter, ça va être de rebondir, de générer énormément d'idées, le plus possible, de surtout pas se critiquer, de rebondir et d'élaborer des idées un maximum en tout cas. Donc pour ça, on a différents outils. On a des idées, un brainstorming classique, on a des brainstorming sous la contrainte, on peut avoir ce qu'on appelle des crazy-heads, donc il y a quelques exemples après. Et ensuite, une fois qu'on a cette génération d'idées, il y a un deuxième temps qui va être l'évaluation. Et pour l'évaluation, on va utiliser un outil qu'on appelle le tri de cartes, qui va nous permettre de définir les idées qu'on va choisir pour creuser ensuite ces idées-là. Et ce choix, il est collectif. Et il se fait grâce à l'outil du tri de cartes. L'idée, c'est de travailler d'abord, de mettre en valeur d'abord la créativité avant la faisabilité. On va aller vers la faisabilité et vers la solution. On va pouvoir aussi avoir des ateliers, une partie des ateliers où on va plutôt travailler, une partie mood board, où on va pouvoir travailler éventuellement un aspect plus créatif et graphique pour certains projets qui ont une forte attente d'un point de vue visuel. Et donc après quelques exemples, voilà, donc ça par exemple, le tri de cartes, cette phase de brainstorming, donc on peut avoir des brainstorming sans contrainte, des brainstorming très libres. Donc ça c'est l'animateur qui va décider un petit peu en amont de l'atelier les thématiques des brainstorming. Et le tri de cartes permet de, donc chacun écrit ses idées par exemple sur un post-it de son côté, les présente ensuite au groupe. Tous les post-it sont posés en vrac sur un mur et le tri de cartes permet au groupe entier de venir trier les post-it selon des thématiques. Donc ici, par exemple, les thématiques sont verticales. On a les post-it jaunes en haut qui nous permettent de mettre des grandes thématiques sur les différentes idées. Et une fois que ces thématiques sont révélées, chacun, par exemple, utilise à 3 gommettes et chacun va venir voter pour les 3 idées qu'il préfère. Et souvent, cette technique-là permet justement de révéler des grandes thématiques qui remportent un suffrage au sein du groupe et qui permettent vraiment de commencer à choisir les solutions vers lesquelles le groupe veut aller et qui, a priori, semblent les plus pertinentes pour l'ensemble du groupe. Le Lightning Demo, qui est une autre façon de brainstormer où on va travailler plutôt avec, on commence à sketcher, en fait, à dessiner des idées et où on va demander, selon, par exemple, le challenge, donc le How Might We qu'on aura décidé tous ensemble, 3 idées, 3 post-it, une idée par post-it. Et donc, chacun va venir présenter son idée au groupe. Une fois que c'est fait, on peut de nouveau trier les cartes et ensuite voter tous ensemble pour les idées qu'on va retenir. Voilà. Donc là, on voit apparaître des idées comme de la vidéo, un agenda, de la notation, des avis clients, des témoignages. Voilà. Il y a déjà des choses qui commencent à ressortir et qui vont faire l'unanimité ou non. Un autre exemple, par exemple, d'idéation où justement on va commencer à converger. Donc l'idée du brainstorming, c'est d'abord de diverger et ensuite de commencer à converger vers là où les solutions. Et là, par exemple, l'idée, c'est une feuille A4 qu'on va plier en 3 et on va, une personne va
dessiner sa première solution sur un tiers de la feuille cachée. Et ensuite, on va se passer les feuilles entre nous. Et il n'y a pas d'explication, on ne parle pas, le dessin doit parler lui-même. Alors, l'idée, ce n'est pas forcément de faire beau, hein, on n'est pas du tout là-dedans. L'idée, c'est de comprendre juste l'idée globale. Et la personne à qui on passe cette feuille doit, par exemple, rebondir sur ce dessin, sur cette solution, pour proposer autre chose, mais à partir de la première solution. L'idée, c'est de cumuler un petit peu les idées de chacun, les solutions de chacun, et de rebondir, voilà, sans se juger. Et on fait ça 3 fois, on peut faire ça 4 fois de suite, autant de fois que ça sera nécessaire. À partir de là, on commence du coup à aller vraiment vers des solutions. À chaque fois, on vote, on affine un petit peu les solutions, et on va commencer à aller du coup vers du prototypage. Donc, on va avoir du prototypage basse définition et on peut avoir du prototypage moyenne définition dont on se charge en général davantage. Et nous, on essaye toujours de travailler du coup en mobile first puisque c'est l'usage principal aujourd'hui de nos utilisateurs. Donc, on travaille toujours soit en mobile first, soit à minima les deux en parallèle. Donc, voilà quelques exemples de prototypes basse définition. Donc là, c'est des zonings, des wireframes. Donc là, on est soit sur papier, soit sur paperboard. L'idée, c'est vraiment de dessiner. Donc, soit chacun peut dessiner de son côté. Il peut y avoir aussi un facilitateur graphique au sein de l'atelier qui va permettre de rassembler les idées de chacun, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de sketcher. L'avantage des wireframes, c'est que tous ensemble, on va pouvoir confronter les visions, être sûr qu'on se fait bien comprendre, affiner les solutions. On va pouvoir tester, même avec un wireframe papier, on peut tester et imaginer avec son doigt qu'on clique sur telle ou telle zone, on passe au papier suivant, donc à l'écran suivant. Et sur cet écran, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on peut aussi faire du test utilisateur même sur papier. Et on va pouvoir du coup réitérer, recommencer et aller vers la solution qui convient à tout le monde. Ensuite, on passe, après le wireframe basse définition, au wireframe moyenne définition, qui est cette fois-ci sur écran, sur outil informatique. Pour ça, nous, on utilise Adobe XD. À ce moment-là, c'est une phase qui se fait du coup plus forcément en atelier, qui va se faire hors atelier, qui peut intervenir entre 2 ateliers, puisqu'on va pouvoir réitérer aussi. Et voilà, on se charge donc de mettre tout ça au propre, de rentrer un petit peu plus dans le détail, avec voilà, on a des grandes zones, des images, et, on n'a pas du tout la couche design. La couche design, c'est justement le prototype haute définition, qui arrivera beaucoup plus tard. Et à partir de ce wireframe, du coup, moyenne définition, on va élaborer ce qu'on appelle un prototype fonctionnel, donc toujours avec Adobe XD, qui cette fois-ci va permettre de placer les liens, les interactions entre chaque écran et de simuler la navigation de notre utilisateur sur le site. Et du coup, cette fois-ci, on va pouvoir réellement interagir avec l'écran, que ce soit sur desktop, mais aussi sur mobile. On peut faire des prototypes fonctionnels directement utilisables sur notre téléphone portable. Et donc là, dans la phase de convergence, on va aller de plus en plus vers la structuration du coup, de nos solutions, avec par exemple des user flows, qui sont les parcours utilisateurs, donc qui vont permettre réellement de détailler la navigation d'un internaute, étape par étape, avec les possibles retours en arrière, les possibles erreurs qu'il va rencontrer dans son parcours. L'avantage du user flow, c'est souvent qu'il va nous permettre de simplifier la navigation et le parcours client, surtout quand on a des parcours clients qui sont très compliqués. Donc, de travailler ce parcours client va permettre d'essayer de réduire au maximum les étapes. On va travailler l'arborescence du site, donc vraiment comment les pages vont s'organiser entre elles. On va pouvoir travailler aussi éventuellement l'intérêt SEO aussi de la structure du site. Et on va aller jusque du coup aux spécifications fonctionnelles et techniques, puisqu'on va pouvoir aussi avoir au sein de ces ateliers
un ou des ateliers techniques. Donc là, on n'en parle pas trop parce qu'on est vraiment plutôt sur des ateliers expérience utilisateur, mais on va pouvoir aussi avoir des ateliers techniques. Et le document, en tout cas global, qui regroupe la définition de toutes ces solutions, c'est ce document-là de spécification fonctionnelle et technique. Voilà, donc là, en atelier, par exemple, un atelier où on va de nouveau travailler l'arborescence du site. Donc là, on a l'impression que c'est un petit peu la même chose, mais c'est différent, toujours avec les fameux post-it, parce que c'est vraiment ce qui marche et ce qui permet de travailler très rapidement en intelligence collective. Mais voilà, on a les grandes catégories en haut sur feuille A4, par exemple, et ensuite on a les pages et on va pouvoir travailler tous ensemble, du coup, l'arborescence du site, en mettant même des couleurs par post-it et des annotations un petit peu plus précises. Et voilà ce que donne au final, donc là on n'est plus du tout sur du post-it, mais un document de spécification fonctionnelle, mais qui va reprendre l'arborescence formalisée, les éléments vus ensemble, les éléments techniques aussi bien sûr, et les zonings, les wireframes, tout ça. Et les liens vers le prototype fonctionnel. Voilà, on arrive à la fin, je laisse Élise faire la conclusion. Élise, voilà. Et du coup, en résumé, pour bien mixer UX et collectif, il faut d'une part, on l'a vu, définir clairement votre challenge, définir les outils qui seront mis en œuvre parmi tous ceux qu'on vous a présentés. Encore une fois, c'est une démarche et nous, notre boulot, c'est de fixer les outils qui vont vous être utiles pour arriver à réussir votre projet de refonte, parmi tout ce qu'on vient de voir. Définir les participants aux ateliers. Comme je vous le disais, pour que votre expérience client elle soit optimale, il faut qu'elle fasse partie de votre culture, de la culture de l'entreprise, en tout cas qu'elle s'imprègne chez les services concernés par cette refonte. Donc, d'anticiper un peu les besoins qu'on va avoir en interne, de définir les durées et les attentes pour chaque atelier. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que pour tous ces outils, ce n'est pas forcément des ateliers très chronophages, ça peut être aussi des micro-ateliers. Mais dans tous les cas, l'idée générale, c'est le point 5, c'est de laisser infuser et de réitérer ces petites étapes pour arriver à un résultat optimal. Voilà. Je pense que C'est parfait, merci beaucoup. Ouais, je vais juste rajouter aussi quelque chose, c'est que ces techniques d'intelligence collective aussi, c'est pas forcément le quotidien dans toutes les sociétés. Et c'est vrai que dans les petites anecdotes, on a pas mal de clients qui des fois démarrent des ateliers treat cartes où ils s'interrogent du coup pourquoi on remplit du coup tous ces post-it, etc. Et au fur et à mesure, tout le monde se prend au jeu et tout le monde libère en fait ses chakras et ses idées pour pouvoir justement être très créatif et être très dans la divergence sans jugement, quoi, hein. Donc c'est vrai que l'intelligence collective, elle a besoin d'avoir comme un sas d'entrée finalement dans les réunions, une immersion, et puis aussi du coup forcément des règles de bienveillance entre tous les participants. Et notre job aussi à nous, comme le disait Justine tout à l'heure, et Elise à l'instant, sur la définition des participants à l'atelier, il ne faut pas hésiter du coup à faire rentrer dans la boucle des facilitateurs. Ça peut être des facilitateurs graphiques, des facilitateurs qui posent des questions, qui grattent, le poil à gratter. Tous ces éléments-là, du coup, sont indispensables pour la bonne tenue de ces ateliers et justement l'aspect créatif pour pousser les barrières, quoi. Merci, merci à toutes les deux. Merci. Je ne sais pas si c'est nous qui rouvrons les micros pour les questions éventuelles. Je pense que tout le monde a la main, là, du coup, sur son propre micro. Donc, on est à votre dispo si vous avez des questions. Ou pas, du coup. Pas de questions en particulier. Pas de questions, a priori, non. Bon, écoutez, je vois que les gens commencent à se déconnecter, donc il n'y a pas forcément de questions en vue. Merci à tous pour votre participation. Vous pourrez retrouver du coup cet enregistrement ultérieurement sur notre site web pour revenir dessus. Et en attendant, on est forcément à votre dispo, même en confinement, pour mener ces ateliers. Ça fonctionne très bien en visio. Belle journée à tous.